Élu en juin 2022, que pense-t-il avoir fait depuis dans la province du Congo central? Édition spéciale, ce jeudi 7 septembre, après le journal de 19h. Avec le gouverneur de province, en direct de Matadi, Dr Guy Bandundu Guidi répondra à toutes les questions de votre radio. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission, édition spéciale aujourd'hui depuis Matadi, avec comme invité le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Guidi, bonsoir. Bonsoir. Thierry Kambundi, bonsoir. Bonsoir Christian Sokono. Nous effectuerons cette émission ensemble. Alors, monsieur le gouverneur, après le remerciement le 9 mai, on est en 2022, le jour de votre élection, vous aviez promis vous être donné comme devoir de rassurer sur la sécurité, sur la réunification de la province, entendez la cohésion provinciale. Vous annonciez d'ailleurs que vous alliez rencontrer tout le monde. Première question, l'avez-vous fait? Merci de la question. Effectivement, quand je démarre officiellement, le gouvernement est investi le 27 juin 2022. L'un de nos objectifs, c'est rassurer ou en tout cas confirmer, consolider la cohésion provinciale. C'est une condition sans laquelle je pense qu'on n'aurait pas pu parler de développement ni d'avancement de la province. La cohésion provinciale en elle-même, ce n'était pas forcément le fait de rencontrer tout le monde, mais en tout cas être en contact avec chacun et lancer des passerelles pour rester en communication avec tous les acteurs politiques, prendre en considération leur point de vue pour faire avancer la province. Et donc, le sujet de la cohésion provinciale en lui-même n'est pas seulement tourné vers les politiques, mais je pense que quand on parle de cohésion provinciale, on voit l'ensemble de la communauté. Le travail de réunification n'était pas donc dirigé uniquement vers les politiques, mais vers toutes les classes ou les forces vives de la province, que ce soit du point de vue des religieux, du point de vue de la jeunesse. Vous savez qu'on travaille beaucoup avec les jeunes. Et je pense que le ferment même de tout ce qu'on est en train d'entreprendre, ça va passer par les jeunes. On a beaucoup travaillé aussi avec la société civile, on a beaucoup travaillé avec les associations de femmes. Donc je pense que du point de vue de la cohésion provinciale, il reste encore pas mal de choses à faire, mais les premiers pas devraient être encourageants. On a salué le fait que le gouverneur est un peu parti partout. Vous n'avez pas fait les 10 provinces, hein. Les 10 territoires. Vous avez été dans le Bas-Fleuve. Si, je les ai faits. Kimvula, oui. Oui. Kimvula, ça a été une véritable expédition. Oui. D'ailleurs, on pourra en parler. Qu'est-ce que vous allez faire pour désenclaver tout ça? Mais à Louzy, se plaignent qu'ils ne vous ont pas encore vu, vous n'avez pas traversé. Tout à fait, parce que mon calendrier mettait Louzy en dernier, compte tenu du fait que j'accorde une importance particulière à Louzy. C'est pas que ça passe avant les autres territoires, mais je pense que d'un point de vue stratégique au sein de la province, Louzy a une part particulière. Et ce n'est pas pour rien que j'avais mis ça dans le cadre de ma tournée en dernière position. Après Kimvula, bien sûr, parce que Kimvula, on l'a fait en septembre, je crois, de l'année passée. Et donc, Louzy était dans le calendrier pour être le dernier territoire. Pour la simple et bonne raison que je pense que l'enclavement de Louzy est beaucoup plus grave que l'enclavement de Kimvula. À Kimvula, on peut y arriver par la RN16. Mais à Louzy, il faut quand même traverser le fleuve. Et j'imagine qu'il y a d'autres questions qui vont venir sur le sujet, mais ma priorité, et j'aurai le temps d'en parler, c'était définitivement de se confronter au désenclavement de Louzy. Oui, mais justement, la question arrive. Thierry Kambundi va aussi la poser. Vous avez promis un bac, des moteurs neufs, un désenclavement. Vous êtes arrivé de l'autre côté. Pourquoi ne pas avoir traversé? Les gens de Louzy nous ont dit de vous dire qu'ils l'ont mal pris. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je vais un peu résumer la question. Je suis déjà arrivé à Louzy. Je suis arrivé à Louzy en hélicoptère, en passant par le Congo-Brazza, dans le cadre d'un programme avec les partenaires sur les délimitations de la frontière, donc au niveau de Manyanga et du Congo-Brazza. Donc oui, effectivement, je suis déjà arrivé à Louzy, certes dans le cadre d'une mission du ministère de l'Intérieur national, mais je suis déjà arrivé à Louzy. La raison pour laquelle je suis arrivé au niveau du bac à Songololo, c'est parce que, comme je l'ai dit, en termes de calendrier, je ne voulais pas servir un plat qui n'était pas
pas prêt aux compatriotes de l'OSI. Et donc c'est comme ça que, bien évidemment, je devrais m'excuser d'avoir fauté et de n'avoir pas traversé à l'occasion, mais je pense que je ne voulais pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un programme qui est établi et je voulais respecter mon calendrier. C'est juste pour ça que je n'ai pas effectué la traversée ce jour-là. Le calendrier pour le OSI, c'est quoi exactement? Parce que vous parlez d'un problème d'agenda, oui, alors que vous avez fait pratiquement tous les territoires, sauf le OSI que vous considérez comme plus important à vos yeux, pour les problèmes que vous avez évoqués. Mais pourquoi vous n'y êtes pas allé finalement? Il faut comprendre que la problématique de l'OSI est une problématique assez particulière sur les 10 territoires. La première chose, c'est que l'OSI est un territoire qui fait frontière avec un pays voisin, la République du Congo. La deuxième chose, c'est que l'OSI, d'un point de vue économique, a un potentiel qui est très élevé. On parle du potentiel agricole, on parle du potentiel minier, on parle de beaucoup d'autres potentiels, sans oublier le potentiel humain. Vous savez que les Suédois ont fait beaucoup d'écoles, beaucoup d'églises là-bas. Il y a un potentiel humain qui est très très fort. Maintenant, si vous regardez effectivement la carte de la province, c'est le seul territoire qui est bloqué par, en tout cas à ce jour, qui est bloqué par le fleuve. On a réglé la question en jetant le pont Maréchal pour relier Matadi et Sekebanza. Donc là, c'est réglé. Le seul problème, c'est que de ce côté-là, la RN14 ne peut pas continuer vers l'OSI et traverser vers le bas-fleuve. Alors que, économiquement, l'OSI constitue un poumon de la province et un poumon du pays. C'est pour ça que je dis que s'engager dans la problématique de l'OSI, ce n'est pas juste traverser, dire bonjour à la population. C'est une problématique qui est un peu plus dense, une problématique qui est un peu plus complexe. Néanmoins, c'est vrai que moi, je n'y suis pas allé, mais j'ai déjà envoyé plusieurs missions de reconnaissance. Donc vous n'irez là-bas que lorsque vous aurez solution à leurs problèmes? Non, en tout cas, peut-être pas solution, parce que là, c'est déjà programmé. Je pourrais annoncer le jour de ma descente là-bas, mais au moins que j'ai eu suffisamment d'éléments sur l'état des lieux. Parce que l'état des lieux de l'OSI, ce n'est pas seulement un problème de route de desserte, ce n'est pas seulement les problèmes agricoles, c'est aussi des problèmes frontaliers. Et je peux vous dire, par exemple, que quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas forcément de statistiques sur toutes les transactions transfrontalières avec le pays voisin. Et c'est ça les vrais problèmes de l'OSI. C'est pas forcément de... Oui, c'est aussi de voir le gouverneur y aller, mais c'est voir le gouverneur y aller et répondre, ne fût-ce qu'à certaines questions et connaître les problématiques du terrain. C'est ça la vraie raison. Parlant de l'OSI, monsieur le gouverneur, oui, aujourd'hui, la situation s'est empirée par rapport à l'enclavement. Vous étiez à Kinshasa, on vous a vu avec le directeur général de l'Office des routes. Tout à fait. Et après vos échanges, vous avez annoncé que dans les 2 semaines qui suivaient, vous devriez doter avec l'Office des routes ce bac de 2 moteurs neufs. Or, selon des informations recueillies sur place, confirmées par nos auditeurs, ce qui a été fait là-bas, c'est plutôt le reconditionnement par les propres efforts de l'Office des routes des moteurs déjà existants. Comment vous l'expliquez plus d'1 mois après? Alors, l'explication à ce retard, c'est une explication tout à fait simple. Et encore, par respect vis-à-vis de la communauté de l'OSI à qui j'avais annoncé que dans les 2 semaines, il y aurait des bacs neufs, je voudrais encore une fois m'excuser, mais pas de mon fait. Ce sont des aléas, des contraintes techniques. Donc je peux confirmer qu'à la date, j'ai rencontré le DG de l'Office des routes le 9 août. Et le 10 août, j'étais de passage à Songololo pour rassurer la population. Et je vous confirme qu'à cette date-là, la commande était passée, puisque la commande devait passer par Chani Metal, pour recevoir 2 moteurs neufs et remettre le bac en circulation. Dans les 2 semaines? Recevoir 2 moteurs neufs en 2 semaines? Là, encore une fois, peut-être que j'ai été trahi par les informations qui m'ont été données. Je ne suis pas technicien, donc si j'arrive quelque part et que je pose la question aux techniciens, notamment, je n'ai pas envie de jeter l'opprobre sur le DG de l'Office des routes? Non, qui lui aussi a fait... Qui vous a induit en erreur? Non, je ne dirais pas qu'il a induit en erreur, mais peut-être que lui-même a eu une information qui n'était pas avérée. Il est technicien. Si vous dites que vous ne l'êtes pas, lui au moins il est censé le savoir. Mais en tout cas, quand nous avons évoqué le sujet,
j'ai cru comprendre que les moteurs étaient disponibles à Chani Metal et qu'il était juste question de les transférer après paiement. Il était juste question de les transférer et de les monter. C'est pour ça que le temps estimatif était de 2 à 3 semaines. Ce n'est que plus tard, quand je creuse et que je lui demande de nous faire un feedback qui nous dit qu'effectivement, il y a des pièces qui doivent venir de l'extérieur et qui sont en commande. Donc du coup, d'un point de vue technique, je pense qu'on se retrouve un peu à la merci de la technique et qui veut que si on passe une commande, il faut attendre les délais. Mais entre-temps, on n'est pas resté les bras croisés parce que pendant que l'Office des routes passait la commande pour des moteurs neufs, ils ont quand même pris soin d'envoyer des techniciens pour reconditionner le bac. Parce que l'objectif, c'était de rétablir le trafic assez vite, tout en utilisant, en continuant d'utiliser un bac de secours, qui est un bac de 15 tonnes, qui lui permet la traversée des passagers. Donc ça, elle n'a pas été interrompue. Au stade actuel, nous parlons donc du bac existant qui est de nouveau en circulation, certes avec des moteurs reconditionnés, mais la traversée est de nouveau effective. Nous parlons d'un bac de secours de 15 tonnes qui peut toujours suppléer et nous parlons et nous confirmons une commande de 2 moteurs neufs. Qui arriveront quand ? Je ne voudrais pas me lancer sur cette diatribe de nouveau. Je préfère que vous puissiez poser la question directement aux intéressés, notamment à l'Office des routes, pour que cette fois-ci, cela les engage. Mais le gouvernement provincial, lui, a fait le nécessaire, en fait. Puisque la commande est passée, donc nous attendons juste maintenant la livraison et le montage. Est-ce que vous comprenez la déception de la population qui vous a vu le 10 août ? C'est vrai que vous étiez de l'autre côté à Kimbembo, je crois, qui vous a vu annoncer que ça va arriver dans les 2 ou 3 prochaines semaines, mais qui par la suite n'a plus eu du tout de nouvelles de son chef. Je peux comprendre. Je peux comprendre la déception. Et encore une fois, je m'en excuse. Ce n'est pas un manque de respect, ni, je vais dire, de l'étourdissement ou quoi que ce soit de la part de l'exécutif, ou encore moins de l'organe technique. Mais nous sommes devant une contrainte technique. L'objectif, c'est de s'assurer que le trafic soit permanent. Et comme je vous l'ai dit, à ce jour, le trafic est assuré. Maintenant, la question du désenclavement de l'OSI ne repose pas que sur la question du bac et j'aurai peut-être l'occasion d'entrer dans les détails sur cette question particulière. On a annoncé en début d'émission qu'on allait parler cohésion provinciale, vous avez dit pas politique, vous ne deviez pas forcément rencontrer les politiques, mais au cours de cette année, je n'en doute pas, mais au cours de cette année, il y a eu aussi des problèmes politiques. Ouais. Quand vous êtes arrivé, vous avez réussi à avoir une belle majorité, notamment, je ne sais pas s'il avait voté, il ne l'a pas dit, mais le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Wemba, semblait se satisfaire de vous voir gouverneur. Aujourd'hui, il n'est plus. Comment est-ce que vous expliquez ce départ ? Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous ? Alors, je pense que la question des a priori ou les questions individuelles ne sont pas forcément dans le débat. Ici, nous parlons d'une assemblée provinciale de 41 députés. Et lorsqu'on parle de l'assemblée provinciale, c'est le point de vue des 41 députés qui est mis en compte. C'est ça qui doit être pris en compte. Sur la question des relations avec l'honorable Wemba, je pense qu'entre moi et lui, c'est vrai que ce n'est pas un copain comme cochon, mais je pense que nous avons des relations tout à fait amicales et cordiales. En tout cas, le respect est mutuel. Maintenant, par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée provinciale, je crois que vous avez bien suivi le déroulement. Il s'agissait d'un retrait de confiance de 30 députés vis-à-vis du président de l'Assemblée provinciale. Maintenant, ce n'est pas un débat d'individus, c'est un débat d'idées. Je pense que pour des raisons qui leur sont propres, ils ont estimé que le président de l'époque ne correspondait plus au profil qu'ils recherchaient. La coïncidence du calendrier, c'est quand même juste au moment où il vous reprochait un certain nombre de choses, oui. Juste au moment où il s'attaquait à votre gestion, que ces députés, c'est juste à ce moment-là que les députés l'ont désavoué en quelque sorte, ou l'ont poussé à la démission. Tout à fait. On va dire coïncidence heureuse. Mais encore une fois, on parle de démocratie. La démocratie a ses règles. Ça veut dire que
de manière tout à fait simple. On ne peut pas être dans une assemblée provinciale majoritairement de la présidence, ou en tout cas de la majorité présidentielle, avec à sa tête un président qui, lui, ne l'est pas. Donc forcément, à partir du moment où il commence à avoir une divergence politique entre la majorité présidentielle et son président, il n'y a pas... Donc c'est une décision politique qu'il a fait partir de... Non. Ce sont les députés qui ont probablement estimé, si la démarche était juste, croyez-moi, que si la démarche était fondée du moins, les députés sont des gens respectables. Ce sont des personnes qui sont tout à fait respectables. Et si cette démarche-là était fondée, je pense que vous aurez vu qu'elle serait arrivée à son terme. Mais comme moi, vous avez suivi le déroulement que dès le début, les députés n'étaient pas forcément d'accord avec cette approche-là. Il semble vous en vouloir, monsieur le gouverneur. Je ne l'ai pas encore vu entre-temps, mais sinon, vous savez, dans la vie... Selon ces déclarations dans la presse, c'est vous qui êtes derrière ces députés. Bon, c'est aussi une façon de voir les choses, mais après, nous sommes en train de parler d'une majorité. Donc, comme ça a été évoqué au début, j'ai été élu avec 33 voix. Et donc, si vous faites 33 sur 41, il y a quand même une majorité de députés qui ont estimé que mon profil correspondait à ce qu'ils recherchaient. Cette majorité doit absolument, les yeux fermés, être derrière vous, même lorsqu'elle vous reproche un certain nombre de choses? Non, il s'agit d'une question. Une question orale n'engage pas l'Assemblée. Il faut bien qu'on soit... Vous parlez d'une majorité des députés. Mais juste une question. Il faut qu'on soit clair. Une question orale n'engage pas l'ensemble des députés. Une question orale engage le député qui la soumet à l'Assemblée. Et c'est à l'Assemblée d'apprécier, de juger. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des votes et qu'il faut s'exprimer. C'est un point de vue d'un député versus le point de vue de la majorité. Et si la majorité n'est pas d'accord, et encore que, dans le cas précis, la majorité s'exprime avant. Ça veut dire que la majorité s'exprime a priori. Il y a 30 députés qui signent pour retirer leur confiance. Mais ce n'est pas tout. Avant, d'ailleurs, là c'est un épisode qui suit. Lorsque la question orale est soumise à l'Assemblée, elle est passée par le bureau d'études. Le bureau d'études, c'est l'organe technique du bureau de l'Assemblée qui analyse notamment toutes les questions dans le fond et dans la forme. Donc lorsque la question orale est soumise au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale, logiquement, le bureau de l'Assemblée provinciale la transmet au bureau d'études. Le bureau d'études qui s'est prononcé à 2 reprises, notamment une première fois où le bureau d'études estime qu'il y a des vices dans le fond et dans la forme. Le bureau d'études fait ses observations et l'envoie au bureau de l'Assemblée pour que l'auteur de la question écrite la reformule en fonction des observations. Et c'est ce qui a été fait? Non. Puisque la deuxième fois qu'elle revient, le bureau d'études estime que les observations n'ont pas été prises en compte et donc elle estime que la question est caduque. Donc ce n'est même pas une question qui est arrivée au niveau de l'Assemblée. Rien qu'au niveau de la recevabilité de la question, elle a été déboutée. Donc vous voyez bien qu'après un épisode comme ça, les députés, je ne parle pas à leur place, mais les honorables ont le droit de se poser des questions, finalement, comment est gérée leur assemblée. Si de telles questions peuvent passer au niveau du bureau, et le bureau ne voit pas ou ne fait pas des remarques, parce que le bureau avait quand même donné son aval, c'est normal que les députés se posent des questions. Sur le président uniquement, pas sur le bureau dans son intégralité? Oh, je ne vais pas revenir sur les épisodes, mais je pense que vous avez suivi tous les échanges épistolaires qui ont suivi, parce que le président s'était prononcé avant l'avis du bureau, ce qui est déjà une entorse. Le président, sur cette question, s'est prononcé avant l'avis du bureau et avant l'avis du bureau d'études. Alors, dans ces conditions-là, moi, j'aurais été député, parce que l'une des choses, justement, que certains honorables ont reproché, c'était qu'on parle à leur place. Donc, la suite, ça engage les députés, les honorables députés de la province du Congo central, que je salue et que je respecte en passant, mais cela n'a rien à voir avec ma personne. La question orale était du député Guilain Panzou. Oui, si mes souvenirs sont bons. Sur la gestion du gouvernement provincial. Oui.
le fait d'avoir tout écarté enlève même le sujet de toute discussion. Vous êtes, tout à l'heure, vous avez dit une coïncidence heureuse. Vous êtes satisfait qu'on n'en parle plus ? Qu'on n'en parle plus. Qu'on ne parle plus de ce sujet. En droit, ils disent que le fond, non, la forme corrompt le fond. Et il y a plusieurs adages en français qui le disent que ce qui est mal formulé n'est pas bien conçu. Et donc, l'occasion pour moi de pouvoir m'exprimer ou en tout cas m'expliquer sur ma bonne gouvernance, elle était attendue et j'aurais bien aimé m'expliquer sur ma gouvernance. Et encore une fois, avant même que je n'ai eu l'occasion de le faire, vous avez suivi le comité interbailleur qui est passé par ici et qui a félicité l'exécutif de la province du Congo central en disant qu'il s'agissait même d'un modèle de gestion pour l'ensemble des 26 provinces de la province. Et ça ne s'est pas arrêté là. Vous avez également suivi que récemment, j'ai été reçu par l'inspecteur chef de service qui, après une mission de 2 ans, a estimé que les résultats de la mission faisaient qu'ils étaient satisfaits des conclusions et qu'ils prenaient la décision de relever leur mission. Donc, en termes de gouvernance, tout va bien. A priori, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les observateurs extérieurs qui le disent. Donc, et vous en satisfaites Je m'en satisfais parce que les résultats, ou en tout cas les performances, sont au rendez-vous. Alors, Monsieur le gouverneur, juste de manière globale, oui. Avant vous, il y a eu l'épisode Atumatubwana, docteur Matusila, et tout ce qui s'est passé, qui a même provoqué mort d'homme ici, dans la province du Congo central. Aujourd'hui, Jean-Claude Wemba, Guy Bandou, enfin, vous dites que vous n'y êtes pour rien, mais quelle lecture vous faites de cette cohabitation difficile entre les deux institutions qui sont plutôt censées militer ensemble en faveur du développement de la province? Ce n'est pas que le cas du Congo central, mais particulièrement après une année au pouvoir. Quel regard vous avez face à cela? Je vais dire que j'aurais voulu éviter cela, parce que dès le début, je pense que la stabilité des institutions politiques, notamment par la cohésion provinciale, et on a fait d'ailleurs, il y a eu une rencontre entre les deux institutions pour pouvoir mettre en place un cadre de concertation et aplanir les zones de divergence. Donc ça avait été fait. Et j'aurais bien voulu éviter cela, parce que, à mon sens, l'instabilité de nos institutions provinciales est aussi à la base du retard du développement. On ne peut pas avoir sur une même législature 3 gouverneurs, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas alors en ce moment-là implémenter son plan d'action. La lecture que je fais, c'est que effectivement, et ça c'est le chef de l'État en a parlé lors d'une de ses interventions sur le mode de gestion des provinces. Parce que je pense que ce déséquilibre, ou en tout cas cette fragilité des institutions provinciales, notamment des exécutifs provinciaux, pourrait être aussi à la base du fait qu'on n'arrive pas à implémenter les programmes. Et ça n'aide pas forcément le développement ni des provinces ni du pays, parce qu'on est dans un éternel recommencement à chaque fois. Et voilà, j'aurais voulu que les choses se passent beaucoup mieux, mais voilà, on est dans une autre situation. Parlons de sécurité. Kulungongo, Songololo. De nombreux accidents sur la route nationale 1, c'est pas le même style d'insécurité, mais c'est l'insécurité aussi. Comment est-ce que vous comprenez la résurgence du phénomène Kuluna à Kulungongo? Comment vous l'expliquez? Certains députés provinciaux, certains députés du Congo central, pour vous compléter, M. Le Sakweno, disent qu'après Kinshasa, c'est Kulungongo en termes de montée en puissance du phénomène Kuluna en RDC. Très bien. Bon, évidemment, vous avez parlé de l'insécurité, vous avez à juste titre parlé de l'insécurité routière, parce que l'insécurité routière est responsable d'un nombre élevé de décès sur la route, malheureusement. Vous avez parlé des Kuluna, vous avez parlé je parlerai même d'un autre type d'insécurité, parce que vous avez vu que au niveau des différentes... dans certains coins, il y a des conflits fonciers sur fond de conflits coutumiers.
Et même nous avons, avec la frontière que nous avons avec le Congo, nous avons eu à un moment des incursions du phénomène des Mobondo. Donc l'insécurité au niveau du Congo central, elle est effectivement multiforme. Et c'est un des chantiers les plus importants. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pour ça que nous y travaillons. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Dès que nous sommes arrivés, je vais circonscrire un peu le contexte sécuritaire. Nous sommes dans la province du Congo central et la province du Congo central a l'avantage, sinon un tout petit peu d'inconvénient, d'être la province qui soit le plus proche de la capitale. Et donc tous les maux de la capitale, forcément, déteignent un peu sur nous. Vous avez dit qu'après Kinshasa, l'un des endroits où on trouve le plus ce phénomène-là, je peux vous informer aussi qu'il y a un phénomène de Kuluna par importation. C'est-à-dire que tous les criminels que nous avons au Congo central ne sont pas forcément du Congo central. Mais ça saute Kassangoulou, ça saute Sonabata, ça saute Madimba, ça saute Kassangoulou, ça saute... Ça n'a pas sauté. Je peux vous dire que malheureusement, aucune de nos grandes cités n'est épargnée par ce phénomène-là. Maintenant, il est évident qu'à Kuilongongo, ce phénomène a trouvé un terreau favorable. Parce qu'on ne va pas occulter le fait que Kuilongongo, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes sociaux liés à certains conflits aussi, de conflits de type conflit du travail et beaucoup de frustration au niveau des jeunes de Kuilongongo. Et nous sommes dans la démarche de pouvoir attaquer un peu le problème dans le fond. Le Kuluna, c'est l'expression d'une frustration chez les jeunes et beaucoup de choses. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, dans certains coins, ça peut trouver un terreau favorable. Et je suis d'accord que Kuilongongo, qui était à l'époque un havre de paix, le fait qu'il soit depuis quelques semaines, depuis quelques mois, confronté à cette nouvelle réalité, ça peut amplifier le phénomène. Mais le Congo central étant à la porte de Kinshasa, ce sont des phénomènes qui sont contagieux et qu'on peut effectivement retrouver ici, notamment dans nos grandes villes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le Congo central, vous avez dit il y a un effet d'entraînement, oui, mais vous jouissez d'une autonomie de gestion en tant que province. Absolument. Vous avez des dispositions à prendre pour endiguer ce phénomène. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que selon des informations que nous avons recueillies, les responsables des territoires sont dépourvus des moyens pouvant leur permettre de lutter contre ce phénomène. Ils se sentent pratiquement abandonnés par la province. Sinon, on n'a aucun moyen. Là, on se retrouve effectivement dans la question de l'œuf et la poule. Mais pour revenir à Kuilongongo, il y a, pour le cas de Kuilongongo, un élément particulier. C'est que vous êtes au courant qu'il y a eu une réforme sur l'administration au niveau territorial et que de nouvelles entités territoriales ont été créées, notamment des cités, des nouvelles villes. Et malheureusement, au niveau de Kuilongongo, jusque-là, qui est une nouvelle entité, il n'y a pas de responsable territorial qui a été désigné jusque-là. C'est une faiblesse liée à la machine administrative qui fait que sur place à Kuilongongo, il n'y a pas forcément d'autorité administrative qui puisse prendre des décisions et qui puisse interpeller ou faire mettre en branle la machine policière. Kuilongongo ne relève pas de l'AT de Mbanzangoum? Non, plus maintenant. C'est l'AT de Mbanzangoum qui vient en appui en ce moment. Mais d'après les nouvelles dispositions territoriales, en principe, Kuilongongo devrait avoir son propre animateur administratif et politique. Donc c'est une lacune qu'il va falloir combler pour que le décideur, justement, le décideur politique et administratif soit le plus près. Parce que vous imaginez que l'administrateur de Mbanzangoum, qui est quand même un peu loin de Kuilongongo, si c'est lui qui continue de couvrir, ça fait qu'il est quand même à distance. Donc pour le moment, c'est l'administrateur du territoire de Mbanzangoum qui se rend lorsqu'il y a des situations urgentes, qui élit domicile à Kuilongongo pour pouvoir servir de relais dans le cadre de la transmission des instructions politico-administratives. Maintenant, la question sécuritaire, c'est une question globale. Avant de dire ce que nous avons fait en tant que province, il faut savoir que, de manière générale, et nous ne sommes pas la seule province à
à en souffrir. Il y a un problème d'effectif qui est réel. D'effectifs, de la police. Et des éléments et de mobilité. et de mobilité. Effectifs et mobilité des éléments de la police. Je peux lors de ma dernière tournée à Kimvula, par exemple, je peux vous dire que dans certains endroits, nous avons roulé pendant 1 heure sans trouver le moindre poste de police. Et non seulement ça, à Kimvula, on est à 197 km de la nationale numéro 1. Kisantu. Exactement. Et donc, à ces endroits-là, tous les villages qui sont là n'ont aucun moyen de communication avec on va dire, l'interland. Donc, la question de l'effectif, la question de la communication, la question des moyens qui sont mis à la disposition de la police est une question réelle. Bien évidemment, vous avez parlé de décentralisation, mais la police et l'armée restent quand même des domaines régaliens du national. Donc, nous ne sommes pas autorisés. Nous ne pouvons que faire des demandes au niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir un renfort en termes d'effectifs. Mais là où il y a quelques éléments de la police, oui. Il y a aussi un problème de mobilité. Vous avez commencé ici à Matadi, quelques mois après votre arrivée à la tête de la province, en dotant aux policiers de certains moyens. Je suis content que vous vous en souveniez, en tout cas. Nous y étions. Voilà, parce que vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé? Il y a eu quand même 39 véhicules qui ont été donnés ce jour-là. Je m'en souviens, mais je suis resté sur ma soif, d'autant plus que je pensais que l'élan allait se poursuivre et gagner d'autres territoires, surtout qui avaient des problèmes. On était à Mwanda. Il a fallu l'intervention du président de la République pour que la police de Mwanda soit dotée de 2 jeeps. Absolument. Ici, le gouverneur l'a fait et avait promis d'aller au-delà de Matadi, mais jusque-là, rien. Je suis d'accord avec vous, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, je pense qu'il y a des étapes à suivre. Le premier pas que nous avons franchi, c'était compte tenu des urgences et des points chauds qui existaient. Et vous avez bien mentionné les endroits qui ont été les premiers bénéficiaires de ce lot-là. Notamment la sécurisation de la nation numéro 1. Vous savez qu'à l'époque, le phénomène de coupeurs de route était devenu tellement grave qu'il fallait trouver une solution rapidement. Il existe encore du côté de Songololo? On nous a dit d'arriver, parce qu'on a quitté nous Kinshasa hier, directement après l'émission. D'ailleurs, votre monsieur Dani Bavouidi, votre conseiller en communication, nous a dit d'arriver, de passer avant 22h. Avant 22h? Oui, c'était juste pour vous permettre de profiter du paysage. Mais je peux vous confirmer qu'aujourd'hui... Il n'y a plus de coupeurs de route. Non. Après, les épiphénomènes, ça peut exister. Qu'on soit à Londres, qu'on soit en Australie ou quoi que ce soit. Faire une mauvaise rencontre, ça peut se faire. Donc, mais d'un point de vue statistique aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un phénomène qui est devenu assez rare. Donc coupeur de route Songololo n'existe plus. Par contre, accident, recrudescence forte. Alors, puisqu'on a bonne mémoire, je me rappelle que lors de notre première interview, édition spéciale, il y a presque 1 an, nous étions venus ici à Matadi, que vous nous aviez promis beaucoup de choses sur cette route nationale. Absolument. On a vu un début de quelque chose à Kenge, mais l'entrée dans Matadi est toujours très compliquée avec les camions qui s'entassent pour entrer ou pour sortir de la ville. 2 voitures par district, on dit, par territoire. Non, 2 à 4 voitures sur la route entre Kinshasa et Matadi, de police. Pas de signalisation. Vous disiez que cela revenait aux obligations, c'était une obligation du péage. Tout à fait. Du concessionnaire, oui. La route, on voit ça et là quelques travaux, mais ça laisse à désirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous ne comprenez pas que ces accidents se multiplient au regard de ce qu'on vient de dire? Alors, et je suis heureux que l'on aboutisse à ce sujet, parce que c'est l'une de nos priorités en ce moment. Et il est dommage, tout à fait dramatique, de considérer qu'on peut avoir des moyennes à 5 morts, avec des pics même de 20 morts. Par jour. On est en train de parler de jours ici. Les statistiques sont actuellement complètement effrayantes. Mais je n'ai pas envie de faire peur. C'est juste que, aujourd'hui, vous avez énoncé un certain nombre de causes. Il y a les causes qui sont liées aux facteurs humains, il y a les causes qui sont liées au matériel roulant, et il y a les causes liées à l'état de la route. Ça, ce sont les grands facteurs
liés ou accidentogènes sur la nationale numéro 1. Et au non-respect du code de la route par les usagers. Ça, c'est les facteurs humains. Et effectivement, toutes les mesures que nous avions promises sont en chantier. Je n'ai pas envie de donner de date, mais il est très probable que dans les semaines qui viennent, vous puissiez effectivement voir un certain nombre de mesures. Telles que? De manière tout à fait claire. Des lignes sur la route, un minimum, pour savoir quand on est à droite, quand on est à gauche? Oui, c'est un minimum, mais je vais vous énoncer quelques mesures. Ce n'est pas pour vouloir faire des effets de pub ou quoi que ce soit. On est en train de parler de la vie de nos concitoyens et c'est un sujet qui est pris très au sérieux. Qui est pris très au sérieux et les facteurs sont multiples. Vous voyez le nombre de fois où on a eu des camions-citernes transportant des produits inflammables, faire des accidents et faire des blessés graves jusqu'à des morts. Et donc c'est une problématique qui est prise très sérieusement. Mais pour faire court, il y a, comme je le disais, de manière systématique, il y a trois grands facteurs. Les facteurs humains, vous l'avez dit, l'indiscipline, l'excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, la fatigue. Ça, ce sont les facteurs humains qui sont à la base des accidents. Ces facteurs humains peuvent être contrôlés. Ce sont des facteurs qui sont évitables. Et bien évidemment, pour pouvoir les contrôler, il faut mettre une brigade pour surveiller. Récemment, avec une équipe de partenaires, vous avez vu qu'on a fait des tests pour voir les radars pour détecter les excès de vitesse. Au-delà de ça, vous avez vu qu'on a fait une opération coup de poing de 72 heures pour expliquer aux usagers que dans les jours qui viennent, il va y avoir une tolérance zéro. Par rapport à la vitesse? Par rapport à tout. Par rapport à tout. Je vous donne un petit exemple, mais très très simple. Vous êtes un usager de la RN1, regardez le nombre de fois où vous avez des motocyclistes sans casque. Alors si on veut voir, les accidents peuvent arriver, mais le code de la route permet de mettre en place des instructions pour limiter la mortalité ou la morbidité des accidents. On aurait voulu voir... Le port de ceinture. On aurait voulu voir des véhicules, zéro véhicule sans phare. Ah ben tout ça, c'est toute une liste. Là, je ne vous parle que des facteurs humains. Ça veut dire qu'on va faire des alcotests, on va faire des aires de repos, parce que entre Kassangulu et Matadi, 375 km, il n'y a pas un endroit qui est dédié à une aire de repos. Monsieur le gouverneur, on va faire quand? Excusez-moi d'insister là-dessus, mais oui. On va faire quand? Cette situation, vous l'avez trouvée. Oui. Ça fait 1 an et quelques mois et 4 mois. Vous êtes là. Oui. J'aurais voulu vous entendre dire j'ai déjà fait ceci en urgence. Non, mais je suis tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais lorsque je dis on va faire, c'est parce qu'il me reste encore 2-3 mois de mandat, à peu près. Donc moi, j'aurais voulu qu'on ait cette interview aussi dans 3 mois, parce que tous ces grands projets, il faut prendre le temps de les préparer. Il ne faut pas aller dans la précipitation ou juste dans l'effet d'annonce de dire... Mais en fonction des 3 mois qui vous restent, dites-nous au moins, je suis venu, j'ai constaté, et d'ici là, je vais faire... Alors, surtout que, oui. et je me permets, surtout que vous nous avez parlé lors de la précédente émission des obligations du gestionnaire du péage. Tout à fait. Tout cela rentre dans ces obligations. Une route bien entretenue, une route qui est bien balisée, une route qui peut-être, allez, l'éclairage peut-être pas. Oui, mais tout ça, ce sont ces obligations. Et vous aviez mis en place une commission de contrôle. Absolument. On en est où? Je vous réponds. L'outil de suivi, justement, du contrat de concession, c'est une évaluation par an. Et il faut savoir que le maître d'œuvre, ou le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics national. C'est lui qui est propriétaire de la route. Après, le concessionnaire est un prestataire, et puis il y a d'autres partenaires, notamment la province, et d'autres partenaires qui entrent dans le cadre du bon fonctionnement de la route. Donc c'est pas vous? Non, je ne dis pas que c'est pas moi. C'est surtout pas vous? Ou c'est pas seulement... Non, je n'ai pas envie de me dédouaner, au contraire. Au contraire. Parce que là où interviennent les facteurs humains, j'ai dit il y a des facteurs humains. Les facteurs humains, nous sommes en province et il est de notre responsabilité en tant qu'autorité administrative de faire respecter les lois, de faire respecter le code de la route.
Donc incessamment, et peut-être que certains vont s'en plaindre, incessamment, nous allons commencer à faire acter les infractions. Il va y avoir des contraventions, il va y avoir des mises en fourrière et il va y avoir des pénalisations. Parce que comme je vous l'ai dit, la prise de risque, elle est maximum. Si vous prenez un taxi avec 5 places assises, qui a à son bord 9 personnes, avec les 5 ceintures de sécurité, on fait comment à l'intérieur? Difficile. C'est difficile. J'ai parlé du port du casque. Lorsque vous êtes un motocycliste et vous faites même du 70 à l'heure, vous avez pas de casque et que vous glissez sur la chaussée, qu'est-ce qui peut y arriver? C'est tout ce genre d'infractions qui vont être désormais constatées. Vous avez parlé des camionneurs qui utilisent des projecteurs de chasse en lieu et place d'utiliser des phares. Et donc maintenant, quand nous parlons de tolérance zéro, ça veut dire que la moindre petite infraction va être constatée et verbalisée et sanctionnée. Là, vous aurez du personnel policier pour le faire. Voilà. Vous l'aurez, parce que tout à l'heure, vous disiez pour la sécurité, c'est difficile, mais là, vous l'aurez. Non, là, on parle de vies humaines. Et là, je vous ai donné les pour statistiques. Pour la sécurité, c'est la même chose? Non. Nous parlons, oui, mais sur la sécurité, même en termes d'urgence, il faut des priorités. Et pour le moment, en termes de mortalité élevée, je pense que la nationale numéro 1, Tronçon, Kassangoulou, Matadi, est notre priorité des priorités. Et donc là, nous affecterons prioritairement une brigade qui aura justement la mission de faire respecter le code de la route. Maintenant, vous avez parlé de le charroi. Le charroi automobile, c'est un désastre. C'est un désastre. Les choses qu'on a constatées sont complètement désastreuses. Et puis, vous avez l'état de la route, et c'est là que je vous rejoins en disant que l'état de la route dépend entièrement du concessionnaire. Il est 20h10, on a déjà consommé 40 minutes, il nous en reste que 20, ça va très vite. Ça va très vite, oui. On va devoir aller alors. Peut-être que je vais devoir parler moins. Question directe, péage, oui. Résultat de la commission, ils détournaient ou pas? Ils peuvent faire plus? Ils font pas assez. Ça veut dire? Ils font pas assez. L'une des raisons qui font justement que je suis allé moi-même participer, parce que généralement le gouverneur n'est pas tenu de participer à la réunion d'évaluation. Mais la dernière réunion d'évaluation qui a eu lieu le mois passé, je suis moi-même allé en tant que chef de délégation, justement pour donner le point de vue de la province et dire clairement ce qui ne marche pas, et surtout exiger qu'il y ait des réponses claires. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Allons dans le concret. Oui. On avait dit, si c'est bien géré, la route devrait être plus large, elle devrait être mieux entretenue, elle devrait être plus sécurisante. Qu'est-ce que vous attendez de plus rapidement? Déjà, ce que vous avez évoqué, il faudrait qu'il y ait un marquage suffisant, une signalisation suffisante, et puis que le mode de gestion soit un peu plus cohérent. On est bien d'accord que on n'est plus à l'époque où il faut faire la queue et aller dans un guichet de banque pour payer les droits de passage. Le péage automatique. Mais ça ne peut pas. Donc déjà sur les petites choses qui peuvent être faites en urgence, déjà dire qu'on doit le faire. Et surtout, faire en sorte que les engagements pris en faveur de la province soient respectés. Parce que moi, mon rôle, c'est de faire respecter les droits de la province. Et lorsque, partout là où je vois que les droits de la province ne sont pas respectés, c'est là que j'interviens. Ouais. Très rapidement, port en eau profonde. Survie de la province sur un projet national. C'est encore vos propos de mai 2022. Où en est-on? Les travaux ont commencé, la province fait pression pour? Et c'est organisé pour les à côté? Là, je préfère le deuxième volet de votre question parce que la province est supposée mettre en place un écosystème pour rendre le projet complètement opérationnel. Ça, c'est la responsabilité de la province. Maintenant, le projet en lui-même étant un projet à caractère national, il est évident que dans la commission ou dans le comité de pilotage, nous avons un représentant qui parle au nom de la province, mais le projet est à caractère national. Maintenant, si vous me dites si la province est en train de s'organiser, oui, effectivement, nous avons
pour vous donner un exemple clair, en termes d'opportunités de travail, nous avons répertorié l'ensemble des corps de métier qui devraient être impliqués, notamment dans la construction, parce que pour le moment, on est en train de finaliser les travaux d'enrochement, on est en train de finaliser le déplacement de... Ça travaille quand même, hein? Ah, ça travaille beaucoup, Okay. ça travaille pas mal. Et la digue est quasiment en fin de construction. Pour le moment, on est en train de finaliser les derniers déplacements, notamment de l'école de formation et des dernières familles. Mais ça évolue très très bien. Monsieur le gouverneur, parlons redevance pétrolière. Oui. Ça fait partie des promesses faites par le président de la République. Vous en avez parlé lors de la dernière émission avec monsieur Lusakweno. Plus de 10 ans après, le président a demandé que la province du Congo central rentre dans ses droits. Tout à fait. Depuis, qu'est-ce qui a été fait? Je ne parle que de 2023. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà reçu en termes de redevances pétrolières? Oui. Alors, il faut savoir qu'entre le moment où le chef de l'État donne une instruction, en décembre de l'année... Décembre 2022. Voilà. Et la mise en application, entre l'instruction du chef de l'État et l'entrée en application, il y a plusieurs étapes, notamment tout le côté réglementation, parce que c'était un secteur... Il faut savoir que jusqu'à encore hier, ou peut-être jusqu'à demain, le temps que les autres provinces commencent à être des provinces productrices de pétrole, jusqu'à hier, en tout cas, la province du Congo central était la seule à produire, où on exploitait du pétrole. Jusqu'à 20 000 barils par jour. 23 000, oui. 23 000 barils, oui. Non, c'est le chiffre que vous nous avez donné. Bah, tout à fait, je le confirme. On attend la suite. Ça n'a pas encore changé, mais ça devrait augmenter. Donc vous n'avez pas encore reçu d'argent? Si, mais j'étais en train d'expliquer, avant que vous ne parliez des 20 000. Non, parce que l'explication risque de prendre du temps. Je dois expliquer, c'est pour ça que je suis venu. Ok. Voilà. Et donc, entre l'instruction du chef de l'État et la mise en application, il y a un certain nombre de processus, notamment la réglementation qui doit être mise en place. Et cette réglementation-là, malgré que la loi existait, la réglementation n'était pas encore mise en place. Notamment, il fallait déterminer les modalités de paiement des recettes, en tout cas de la rétrocession qui revenait à la province productrice. Là, vous parlez comme si c'était une chose nouvelle qui devait être mise en place, alors que cela existait et ça a été suspendu en 2012. Non, justement. C'est ça. Toute la partie qui a précédé, donc notamment avant 2012, c'était fait de manière forfaitaire. Il n'y a jamais eu de base objective ou réglementaire à ce qui était fait. C'était un peu fait, aller à la grosse louche, et puis voilà. Mais maintenant... Et encore une fois, grâce à l'instruction du chef de l'État, parce qu'il a suivi personnellement le déroulement, il a fallu, pour rendre la loi effective, un certain nombre d'arrêtés, ou en tout cas une réglementation, pour définir les conditions dont j'ai parlé. Et donc la commission interministérielle, mettant autour de la table les hydrocarbures, le budget et les finances, a fait son travail par ses experts, et ça a abouti à une réglementation. Entre le moment où la réglementation entre en vigueur et son application, ou en tout cas son respect par les différents assujettis, il se passe encore un temps. Et ce n'est que donc récemment, depuis quelques semaines, que certains assujettis qui hésitaient encore à se plier à cette réglementation, il n'y a que depuis quelques semaines qu'ils ont accepté finalement de... Ah, c'est eux qui vous payent, c'est pas eux qui payent à l'État, et l'État vous reverse vos 10%. Ça se passe de cette manière-là, mais le donneur d'ordre, ça reste quand même le donneur d'ordre à la banque, ça reste quand même l'assujetti. Ok. Oui. Vous avez perçu combien? Ah non, je ne pourrais pas vous le dire. 10% de 23 000 barils, moi j'avais compté 20 000, vous m'avez dit 23 000 barils par jour, ça fait à 88,5 $ le baril, au moins 550 000 $ par mois, c'est ce que vous touchez? J'aurais bien voulu que le calcul soit aussi facile, mais il est un peu plus complexe. Parce c'est pas un calcul arithmétique qui passe par beaucoup de choses, parce qu'on passe par la DGRAD et on passe par beaucoup d'autres organes. Tout le monde se sert au milieu. On n'est pas, mais est-ce que le demi-million de $ par mois, on s'approche du chiffre? De manière effective, on va dire que tous les mécanismes ne sont pas encore activés, entre guillemets. Il se pourrait qu'on puisse atteindre ce chiffre-là, mais on n'y est pas encore. On a espoir que dans les jours qui arrivent, lorsque la machine va se mettre à fonctionner correctement,
on espère pouvoir atteindre ce chiffre. Alors, je vais vous poser... Attendez. Alors là, je vais vous poser la question de Thierry Kamoudi. Oui. En termes de transparence, pourquoi vous ne nous dites pas un chiffre qui est de l'ordre du public? Combien la province reçoit en redevance pétrolière par Parce mois? qu'à ce stade, déjà, les 10% de l'époque, ce n'est plus 10%, c'est 4%. Ah bon? Ah oui. Parce que quand j'ai mentionné le fait qu'il y a la loi, mais il y a son application aussi, c'est parce que c'est la réglementation qui a permis d'interpréter cette loi. Et donc, nous sommes à 4%. Et lorsque j'évite d'avancer des chiffres, non pas que je ne les connais pas, mais j'ai bien mentionné que la recette pétrolière en elle-même est structurée par plusieurs paliers. Et ces paliers-là sont différents. Et elle vient à peine de commencer. Donc, il y a des paliers qui ne sont pas encore activés. Disons 200 000 $ par mois. Oui, par là. Pour le moment, en tout cas. Mais ça devrait augmenter parce que, déjà, du fait qu'il y a des nouveaux blocs pétroliers qui ont été attribués. Donc, nous espérons que la production en elle-même va augmenter. Et si la production nationale augmente, définitivement, la quote-part de la province aussi augmentera. Juste pour clôturer ce chapitre, peut-être, oui. Vous dites que les assujettis ont accepté de payer. Tout à fait. Ils devraient accepter ou ils devaient se soumettre à la loi? Ben écoutez, je pense que, et ça je le dis en tant que gouverneur de province du Congo central, j'ai remarqué que beaucoup d'assujettis de la province se sont comportés un peu de manière cavalière jusque-là. Et donc maintenant, nous sommes en train de les remettre à l'ordre. Parce que, comme vous le dites, et je pèse mes mots quand j'ai parlé d'accepter, parce que nous étions au bord de la contrainte, pour certains, qui estimaient que jusque-là, ils ne devaient rien à la province. Et maintenant, c'est rétabli. Les choses sont rétablies, que désormais, tous les assujettis qui doivent quelque chose à la province, eh ben, ils doivent se conformer à la loi. J'espère qu'il y en a certains qui payent parce que vous avez beaucoup de problèmes à gérer et vous avez besoin de moyens pour mener votre politique. Alors parlons de ces moyens, faible perception des recettes, difficultés financières certaines. Le Congo central peut-il assumer son désir de développement? C'était le sujet d'une émission, pas avec vous, avec votre ministre des Finances, M. Babi Vangou Kesongo. C'était le 28 juillet 2023. On avait parlé notamment financement de l'État central des frais de fonctionnement. On n'a pas beaucoup avancé. Investissement? On n'a pas beaucoup avancé. Vous recevez le million mensuel promis par Kinshasa? Non, on ne le reçoit pas. De manière ponctuelle, mais je vais le dire que on ne le reçoit pas de manière systématique que pour pouvoir faire un plan. Ça veut dire que c'est vraiment aléatoire. Je pense que depuis qu'on est là, on doit peut-être l'avoir reçu une ou deux fois. En local, vous annoncez la réforme de la DGRKC, qui est la direction générale des recettes du Congo central. Absolument. La réforme est faite aujourd'hui? Elle est en cours et grâce à ces réformes-là, oui, une réforme, c'est pas une réforme, c'est tout un ensemble de mesures. Et donc, sur l'application des mesures, certaines mesures sont applicables directement et d'autres sont applicables à court terme ou à moyen terme. Donc la réforme, puisque cet outil, cette régie, nécessite effectivement une réforme en profondeur. Je vous ai parlé du cas de l'Oluosi, où la DGRKC était quasiment inexistante. Et tout ça, ça fait partie de la réforme. En termes de foncier, beaucoup de choses à faire, le potentiel est énorme. Mais oui. Justement, monsieur le gouverneur, je me rappelle de votre discours à l'Assemblée provinciale, discours de campagne. Vous avez promis justement, par rapport à la DGRKC, d'amener des réformes qui vont avoir des résultats. Une année après, même si certaines de ces réformes sont en cours, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de maximisation de recettes? Vous avez trouvé les chiffres à quel niveau? Et aujourd'hui, vous les avez amenés à quel niveau en attendant l'aboutissement d'autres réformes? Très honnêtement, je pense que la province est capable de faire le double. Le minimum, c'est le double des recettes que nous avons trouvées. Et je pense qu'à mi-parcours, nous avons... il doit y avoir un de mes collaborateurs, en tout cas, qui doit déjà avoir donné les chiffres à mi-parcours. On a trouvé à 4 milliards, on a emmené à 6 milliards. 4 milliards de francs congolais le mois. Aujourd'hui, vous en êtes à 6 milliards le mois. 6 milliards. Et très probablement que d'ici la fin de l'année, on pourra... L'objectif, c'est que janvier 2024, on soit à 2 chiffres. Parce qu'il est 10 complètement... 10 milliards. C'est un minimum. En janvier 2024, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler en ce moment-là, mais l'objectif est bel et bien d'avoir un budget minimum, ou en tout cas des recettes minimum à 2 chiffres, parce qu'il est complètement aberrant que pour une province comme la province du Congo central, on puisse fonctionner avec des budgets aussi
aussi faible. Bon, vous avez parlé en franc-congolais. Moi, je voudrais. Bon, on va pas. Excusez-moi. Hein, je reviens. reste en franc-congolais. Bon, moi, j'ai envie de parler Ça dollars. m'engage, Votre budget affiché 220 millions de Non, dollars Oui. en francs congolais. Oui. Réalisé 40 millions. Ça, c'était. Je suis désolé, je suis en 2022. Mhm. Cette année, c'est 50 fois plus alors. C'est 50% en hausse. Non. Oui, 50% en hausse. Mais là, on est encore à mi-parcours. Donc, je vais vous donner les chiffres de la clôture de l'année dernière. Et c'est ça la difficulté de matérialiser le programme. Parce que le budget de la province, la fois passée, on en a amplement parlé, il est structuré à 75% par des apports extérieurs et 25% par des apports intérieurs. 75%. 75 versus 25. Qui ne viennent qu'à compte-gouttes. Oui, parce que les 75%, ça fait partie de... On a dedans la rétrocession du national et on a aussi l'appui des partenaires techniques et financiers. Et donc, avec 25%, il est impossible que la province soit suffisamment résiliente pour parler de développement. Donc, l'objectif, pour avoir un budget qui est plus ou moins résilient contre tous les autres facteurs, ce serait de monter la structuration, la part de la structuration de la province au moins à 35% dans le budget. Sinon 50, c'est possible. Sinon 50. Il y a, certaines provinces, vous voyez bien qu'elles se développent justement parce que dans leur équation, la part de la province est beaucoup plus importante. Parce qu'ils développent la perception de l'impôt foncier, l'impôt locatif, impôt sur la circulation des véhicules. Et beaucoup plus de secteurs encore. Encore. Oui. Moins de 2 ans d'un mandat terminé, vous aurez voulu qu'on retienne de votre action. Qu'est-ce que vous aurez voulu qu'on retienne de votre action de 18 mois? Vous nous avez répondu, infrastructure de développement à structurer, routes, rails, désenclavement des zones agricoles. Au bout de 18 mois, on pourra désenclaver les 5 zones économiques qui sont connues. Ça, c'est ce que vous nous disiez. Qu'est-ce qui a changé? Où a-t-on mieux cultivé? Très bien. Alors, là, on est dans le chapitre agriculture. Tout à fait. Il est important que cet exercice, on puisse le faire beaucoup plus souvent, parce qu'effectivement, en 1 heure, il est difficile d'expliquer ce qui est en cours de réalisation. En tout cas, sur le domaine qui concerne l'agriculture, il est évident que dans nos zones agricoles qui sont identifiées, le type de culture, ou en tout cas la production, même si le potentiel existe, mais il n'est pas suffisant. Donc il faut passer à un autre type d'agriculture, notamment intensive. Et une fois qu'on a produit, il faut pouvoir le mettre dans un environnement où on peut le transformer, puis le transporter. Le transporter, oui. Transformer sur place. Le transformer sur place, puis le transporter. Que ce soit l'évacuation vers Kinshasa ou l'évacuation ailleurs, ou une consommation interne. Maintenant, les différents projets qui sont en cours, et l'un des points qui est important, c'est la mise en place de zones économiques spéciales, spécifiques à l'agriculture. Parce que dans une zone économique spéciale, on peut justement attirer des prestataires ou des investissements uniquement tournés vers la production et la transformation des produits agricoles. Et nous sommes bien avancés. Nous sommes bien avancés parce que nous sommes déjà en contact avec l'Agence des zones économiques spéciales. Nous avons déjà eu plusieurs réunions avec eux. Et ici, localement, nous avons une commission de suivi de ce projet-là. Et nous espérons pouvoir mettre en place assez vite cette zone économique spéciale pour pouvoir attirer des investissements spécifiquement dans le domaine de l'agriculture. Vous avez parlé des routes de desserte agricole. Il est évident que grâce au programme du chef de l'État, notamment le PDL 145 sur son 2e volet, on va y arriver. Voilà, qui parle des routes de desserte agricole, la province devrait profiter de cela. Mais le but, notamment en termes de décentralisation, ce n'est pas forcément d'attendre que le national travaille pour nous. Donc, en marge ou pour pouvoir s'approprier du programme, nous avons également prévu des routes qui vont être réhabilitées par la province. Toujours en rapport avec les infrastructures, oui. Parlons du stade Lumumba. Oui. Monsieur le gouverneur, vous êtes, si j'ai bonne mémoire, le 5e gouverneur à avoir promis aux Matadiens d'abord et puis aux gens de votre province, au Congo central, la fin des travaux du stade Lumumba. Depuis, toujours rien. Les travaux sont à l'arrêt, comme le stade, les travaux n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité. Et aujourd'hui, comme le stade Lumumba, certains stades
de Boma, le terrain d'Amar qui accueillait certains matchs du championnat national est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les travaux de ce stade ne se terminent jamais? Surtout que vous avez remis de l'argent à M. Nyondo. Ah oui, entre autres. 6 millions, c'est ça? Non, pas 6 millions. Ah. Voilà. 3. Alors, on va entrer dans les chiffres si vous voulez. Mais pour pouvoir répondre à la question qui préoccupe notre frère Thierry, j'espère être en tout cas le gouverneur qui va terminer le stade. Dans les 3 mois, comme vous dites? Dans les 3 mois. Ce n'est pas impossible. On a bien vu que l'exploit réalisé par le chef de l'État. L'une des difficultés dans un chantier, c'est aussi parfois le suivi et la supervision. Le chef de l'État a dû faire 53 ou 56 visites lui-même pour faire en un mois ce qu'on a attendu pendant plusieurs. Vous en avez fait combien? Qu'est-ce qui bloque? Non, mais moi, je m'en inspire. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible si on a de la volonté, si on a le financement et qu'on a de la volonté. 3 mois pour finir un stade. Surtout, évidemment, vous avez dit que les travaux sont en ralentissement, mais je vais nuancer vos propos. C'est en disant que les avancées effectuées les 6 derniers mois n'ont pas été faites les 5 dernières années. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste, monsieur le gouverneur? Ce qui reste, de mon œil de profane, mais un profane qui est intéressé et qui suit au jour le jour tout ce qui se passe là-bas. Et chef de chantier surtout. Donc chef de chantier, et j'y étais encore récemment, et je vais encore y aller ce week-end avec toute la délégation des présidents des clubs de football. On en a une 40aine ici à Matadi. Ce qui reste, c'est, à mon avis, c'est 2 choses. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Sodimas et à Mango, parce qu'il y a 2 prestataires, la majorité des équipements pour la finition du stade sont déjà arrivés à Matadi. La seule chose qui nous manque, c'est de recouvrir les tribunes par la toiture métallique, qui est actuellement en commande en Afrique du Sud. Au mois de juin, on a eu une délégation qui a quitté la province pour aller se rendre compte de la commande et de l'état d'avancement de la fabrication. Et la deuxième chose, c'est l'aire de jeu. Et nous pensons que, de manière tout à fait réaliste, avec le chronogramme qui a été mis à jour, parce que nous avons mis en place une commission spécialement pour le suivi des travaux de finition. Là, on n'est plus dans le parachèvement, on est dans les travaux de fin du stade. On a mis en place une commission et dans laquelle j'ai exigé qu'il y ait un chronogramme de 3 mois. Dans 3 mois, le stade sera fini. On touche du bois. Attention au délai. Mais on est en live, oui, et je persiste et je signe que dans 3 mois, on devrait avoir le stade. Tout à l'heure, vous parliez du PDL 145, vous êtes le président de la coordination provinciale. Êtes-vous satisfait de ce qu'a fait le CFF? On sera le coup là demain, on risque de vous démentir si... Tout à fait. Alors, je pense que la question, et bien évidemment, la cellule a sa part de responsabilité, mais je pense que la plus grande responsabilité, les statistiques, je crois que la cellule pourra vous en parler demain. Il y a des bons élèves, il y a des élèves moyens et des moins bons. Les moins bons, c'est encore une fois le problème des prestataires. Ça veut dire que la cellule fait son travail, confie le travail à des prestataires, et les prestataires ne remplissent pas leurs engagements, ce qui fait que la cellule, avec la supervision de la province, est obligée de mettre en place des mécanismes pour pouvoir rattraper ce que certains prestataires n'ont pas fait. Mais au-delà de ça, on a aussi des contraintes. Les contraintes, c'est justement Kimvula. Les contraintes, c'est justement Luosi. Il n'y a rien à Kimvula. Si, mais l'état d'avancement des projets à Kimvula n'est pas le même que ce soit à Tchela ou à Mbadzangou, c'est pas la même chose, ou à Songololo. Et à Luosi, il y a quelque chose? À Luosi aussi, il y a quelque chose, mais la contrainte du fait que déplacer les équipements, il y a un problème d'enclavement, il est évident que la vitesse d'exécution dans ces chantiers-là, qui n'a pas été prise en compte, parce que les prestataires ont été payés sur la même base, partout, sans tenir compte du fait que certains endroits étaient difficilement accessibles. Donc, un sac de ciment, si vous devez le prendre d'ici pour l'emmener soit à Kimvula ou à Luosi, ça vous prend beaucoup plus de temps que de l'acheter et de le faire. Donc, il y a ces contraintes-là. Docteur Guy Bandounou, Guy, ma dernière question s'adresse
à vous. Je vous ai appelé comme ça exprès parce que lorsque vous avez postulé ici, il y a 1 année et demie, on vous présentait, certains ici, nous étions là, on a interrogé certains Matadiens qui parlaient d'un intello, d'un quinois qu'on ne connaissait pas, etc. Aujourd'hui, 1 année et demie après, au terme de ces itinérances que vous avez réalisées, la province que vous gérez, est-ce que vous avez réussi à enlever de la tête des Matadiens et des habitants de votre province la conception qu'ils avaient de vous? Beaucoup vous ont même prêté une autre nationalité, etc. Je ne vais pas revenir sur cette polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez vraiment comme fils du Congo central, comme l'un des leurs? Alors, je ne vais pas me permettre de parler à leur place. Peut-être que c'est une question que vous devriez leur poser. En tout cas, je fais de mon mieux pour que ce que j'avais promis, je puisse le faire. Il n'y a aucun doute sur... Et dans tous les cas, cette perception-là ne me touche pas. Elle ne me touche pas tout simplement parce que, je dois le répéter encore, j'ai été formé par la province. Moi, je suis devenu médecin aujourd'hui, le médecin que vous connaissez, avec la carrière modeste que j'ai. Mais j'ai été formé ici, dans une université communautaire. Ça veut dire que j'ai été formé avec les deniers de la communauté. Et je suis, encore une fois, de la première promotion de la faculté de médecine de l'Université Congo. Alors, je ne parle même pas de ma légitimité. Je n'ai pas besoin de me justifier. Beaucoup disent qu'ils ne vous connaissent toujours pas. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est pas pour vous inciter à multiplier des descentes sur le terrain plutôt que de rester toujours l'intello, ce gouverneur qui ne mouille peut-être pas assez la chemise sur le terrain. Je crois que vous m'avez vu à moto en allant à Kinzompolo. Mais justement, donc je pense que j'ai commencé par dire que vous avez fait les itinérances, mais apparemment le message ne passe pas. Non, mais il faut... Sauf à Lozi. Sauf à Lozi, effectivement. Mais je vous inviterai, parce que vous, apparemment... Bien volontiers. Qu'est-ce qui explique que vous restiez aux yeux... Qu'est-ce qui explique que vous restiez aux yeux de certains toujours comme un gouverneur distant des siens ou qui ne connaissent pas assez? Alors, je pense qu'il faut se donner du temps. Même en amour, il faut se donner du temps. Les coups de foudre, c'est jamais bon. Il faut y aller progressivement. Je préfère que la communauté apprenne à apprécier ou non la personne que je suis, le gouverneur, qu'ils apprennent à apprécier le docteur. Pour l'instant, je n'ai pas encore repris mes consultations ici, mais je vais les reprendre. Qu'ils apprennent à apprécier l'homme. Beaucoup de gens, j'ai joué au basket avec beaucoup de jeunes ici. Vous n'avez pas encore de surnom? Ça fait partie... Mais c'est tant mieux aussi, parce qu'il y en a qui ont eu des surnoms, mais très vite. Ouais. Et c'était dans le mauvais sens. Donc, pour le moment, je considère que ne pas avoir de surnom, c'est peut-être favorable pour moi. Parfois, c'est affectif. Ben, j'aimerais bien. Moi, s'il y a des surnoms affectifs, je les prends. Moi, j'ai pas de problème. Mais je pense qu'il ne faut pas être pressé pour certaines choses. Il faut aller sur le durable. Comment ça s'appelle? Le coup de foudre, comme ça, c'est pas bon. Vous vous donnez du temps. Vous voyez au-delà des... Je suis un homme qui aime le temps. Oui, mais j'ai l'impression que vous projetez tout vers... Mais c'est de la planification, ça s'appelle donc, vous voyez gouverneur du Congo central après 2024 ou après les élections de décembre? En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Tout ce que moi, je souhaite, c'est de pouvoir servir mieux la communauté. Vous serez candidat aux élections? Encore plus longtemps. Pardon? Vous serez candidat aux prochaines élections? Aux élections législatives, oui. Nationales et provinciales? Je suis candidat au national et je suis candidat au provincial. À Kinshasa ou à Matadi? Non, à Matadi, ma ville natale. Vous êtes né à Matadi? J'aime Matadi, donc je suis candidat. Et futur candidat gouverneur, pour continuer ce que vous avez commencé? En tout cas, l'avenir nous le dira, mais ce n'est pas impossible. Certains vous opposeront le fait que le gouvernorat était d'abord au Bas-Fleuve. Actuellement, vous avez terminé le mandat des Cataractes. Ce mandat partira ensuite à la Lukaya. Et ça, c'est une belle question. C'est un sujet que vous appréciez beaucoup. Mais je pense que, là encore, si nous parlons... Allez, on va ouvrir une brèche et je vais être honnête avec vous. Je crois que le critère de compétence est un critère qui vaut plus que tout. Les clivages, ça ne va pas nous avancer. Quand on parle de cohésion provinciale, c'est justement apprendre à regarder les choses autrement. Pas que sur base d'une appartenance ethnique, clanique
ou tribal. Ça ne fait pas avancer les choses. Pour moi, et vous pouvez le regarder dans mon cabinet, le premier critère, ça reste la compétence. Si on parle de compétences, là, on est d'accord pour revenir. La preuve que c'est un sujet qui n'est pas forcément... qui n'est pas profond, c'est que vous pouvez regarder la liste des candidats récemment sur les 22 candidats. Je crois que c'était ouvert à tout le monde. Donc, il vaut mieux considérer la compétence comme étant le critère fondamental et le critère non clivant pour pouvoir aller aux élections plutôt que d'aller dans des considérations qui ne font pas forcément avancer les choses dans le bon sens. Là, vous avez touché Thierry Kamboudi, c'est ce pourquoi il milite aussi. Je l'ai touché. Je réserve ma position. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. 1h09. 1h09. Dernière question. Bah oui. La particularité du médecin, Thierry Kamboudi l'a rappelé tout à l'heure. La particularité du médecin que vous êtes, et selon vos propres dires, je me suis beaucoup inspiré de la précédente interview, de poser les bons diagnostics, absolument, de mettre en place les stratégies et de se donner les moyens de les appliquer. Alors, est-ce que vous avez posé les bons diagnostics, puisque aujourd'hui vous vous plaignez de ne pas avoir les moyens et donc de ne pas pouvoir mettre en place les stratégies? Non. Je pense que je vais nuancer. On ne se plaint pas de ne pas avoir les moyens. Nous sommes en train de les mettre en place. On est en train de se donner les moyens pour pouvoir réaliser nos objectifs, en passant par les stratégies, bien évidemment. Mais personne ne se plaint. Il est évident qu'aujourd'hui, au niveau de la rétrocession, il y a quelques mécanismes à faire. Vous avez vu que récemment, je suis allé à la caisse de péréquation. C'est encore un outil que la Constitution met en place par rapport aux provinces. Mais la caisse de péréquation, aujourd'hui, on n'en parle pas. Je suis allé 2 fois voir le DG de la caisse de péréquation. Et tenez-vous bien, le premier projet que j'ai introduit là-bas, parce qu'on n'est pas revenu sur l'OSI, c'est un projet qui concerne l'OSI. Notamment la construction d'un bac de 200 tonnes, avec des études de faisabilité qui ont été remis au DG. La première fois que je l'ai vu, c'était au mois de mars-avril de cette année. On n'est même pas en train de parler du bac des moteurs qui vont tomber en panne. Nous parlons d'un projet qui a été déposé au niveau de la caisse de péréquation pour financer un bac de 200 tonnes, avec des études à l'appui, mais la caisse de péréquation n'est toujours pas fonctionnelle. Alors le problème, c'est que on se mord un peu la queue. L'État veut faire plus de bénéfices, mais ne veut pas investir dans les provinces. Alors que si l'État investit dans les provinces, notamment à travers la rétrocession, l'État gagne parce que ça rend les provinces un peu plus fortes, d'un point de vue de la mise en place de leur économie. Ça rend leur économie beaucoup plus forte. Et si les provinces ont des économies fortes, eh ben, l'économie nationale, je l'ai encore dit à la fois passée, la puissance économique du pays, c'est la résultante des puissances économiques des 26 provinces. Donc tant qu'on ne va pas permettre aux provinces d'aller jusqu'au maximum de leur potentiel, eh ben, on ne va pas avoir le maximum du potentiel du pays. Vous avez donc posé le bon diagnostic, mais vous êtes tombé sur un malade qui ne veut pas prendre les médicaments. Non, un malade qui n'a pas forcément les moyens de prendre les médicaments. Mais il y a une ordonnance. En tout cas, la prescription, elle est là. Maintenant, on la remet au patient. Et il y a une partie des médicaments qui sont disponibles sur le marché et l'autre partie n'est pas disponible. Donc c'est un peu, de manière caricaturale, c'est un peu ça. Je ne dis pas que... Parce qu'on peut aussi avoir des erreurs diagnostiques, quand on n'est pas un bon médecin, bien sûr. Ce qui n'est pas mon cas. Une fois que le diagnostic est posé, on fait la prescription. Maintenant, il faut avoir les médicaments et se donner le temps. Et le temps, je pense que c'est un facteur qui est important lorsqu'on veut des choses durables. Il ne faut pas aller dans le coup de foudre, là. Ça, c'est pas bon. Merci beaucoup, docteur Guy Bandundu Guidi. Merci, Thierry Kamboudi. Merci pour cette édition spéciale qui a duré 1h13 minutes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous suivre en rediffusion. Merci de nous suivre demain à Lukula, 11h30, 13h30. Nous serons en direct du PDL 145. On ne jugera pas que Lukula. Hein. On ne jugera pas que le Congo central. On jugera toute la République. Malheureusement, on ne sera pas avec le Premier ministre. On avait dit avec ou sans lui, on viendra. Lukula, nous arrivons. Merci à vous, monsieur le gouverneur. L'actualité continue sur votre radio. À très bientôt.